L'échiquier international, bienvenue à vous. Palestine, sujet du jour avec tout ce qui s'en rattache. Avec tout d'abord cet appel de plus de 230 juristes, avocats, juges et professeurs du monde entier, sans oublier des rapporteurs de l'ONU, pour qualifier les crimes commis à Gaza de génocide et rappeler ainsi les obligations légales des États. Un appel, le droit international ne se limite pas aux portes de la Palestine et dont le but également étant d'alerter sur les exactions qui montent en intensité en ce moment même en territoire occupé, notamment à Gaza. Vivre et encore faire revivre surtout des atrocités aux Palestiniens en toute impunité fait craindre un autre chapitre au long livre des génocides palestiniens. Et justement, en période de Ramadan, les observateurs relatent la volonté d'affamer avec un blocage de l'aide humanitaire en direction des habitants de Gaza. Il faut le dire, certains sionistes et de partout considèrent que le but étant et surtout sera et de vider une partie de la Palestine de ses habitants. On en parle, à tout de suite. La guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens, selon le célèbre théoricien militaire von Clausewitz. Devrions-nous dire, la résistance n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. La résistance palestinienne aujourd'hui ou algérienne hier, pour avoir un état de la Palestine et déboucher sur un vrai résultat politique. C'est de cela dont il s'agit quand on parle de résistance. Ce qu'on oublie trop souvent, puisque la résultante de la résistance palestinienne est l'État de Palestine. N'est-ce pas, Omar Ben Barti? Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? Vous allez bien, sociologue, analyste politique, bienvenue. Merci. Alors on a commencé notre émission avec une maxime, je la répète, la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens, selon le théoricien de la guerre moderne militaire Karl von Clausewitz, une maxime qui sonne comme une invariable sous les cieux de Gaza, mais également concernant notre histoire révolutionnaire. Il y a un parallèle à faire. Oui, bien sûr, mais le parallèle, il se fait de lui-même. À partir du moment où la résistance que mène le peuple palestinien correspond tout à fait à celle que nous avons menée contre l'occupation coloniale française. Sauf que la situation du peuple palestinien en 2025, après 70 années, un peu plus de domination sioniste, n'est pas du tout dans le même contexte que celui que nous avons connu, puisque les pays qui entourent cette zone de conflit sont des pays qui, malheureusement, ne prennent pas leurs responsabilités ou manquent de courage. Nous venons de le voir encore aujourd'hui avec ce qui se passe actuellement au Caire. Alors on va en parler justement de ce rendez-vous du Caire, je fais encore le parallèle entre la résistance palestinienne et la révolution algérienne, pour aussi une raison et qui a un lien avec la maxime de von Clausewitz, c'est-à-dire la résultante politique d'une lutte armée, puisqu'il y a 68 ans a été tué ou est tombé en martyr le proverbial Larbi Ben Mehdi, dont il fallait dire un mot pour notre échiquier du jour. Oui. C'était il y a 68 ans où Larbi Ben Mehdi est mort sous la torture de ces tortionnaires français. Oui, il a été assassiné. C'était un grand homme, c'était le symbole de notre résistance, comme Senwar actuellement en Palestine. Et malheureusement, il a été assassiné par les tortionnaires, comme vous dites, des parachutistes français. Donc c'est très récent. Ça veut dire que nous savons très bien à quoi nous en tenir lorsqu'il s'agit de développer des attitudes vis-à-vis de tortionnaires et des criminels tels que Benjamin Netanyahou. Larbi Ben Mehdi incarne ce sacerdoce de la résistance, et cette résistance d'hier comme aujourd'hui, qu'on adoube du mot de terrorisme à entendre les Occidentaux, alors que l'ONU, selon l'article 26-21 du 12 décembre 1970, affirme, je lis, le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires contre les puissances coloniales qui répriment leur aspiration à la liberté et à l'indépendance.
y compris la lutte armée, Omar Ben Barti. C'est-à-dire qu'en fait, la résistance palestinienne cadre avec le droit onusien, ce qui n'est pas toujours le cas avec les pays occidentaux qui soutiennent le génocide sioniste, ou en tout cas la politique coloniale sioniste. Tout à fait, mais ce qu'ils considèrent, eux, comme étant des terroristes ne le sont pas. Ce sont des résistants, tout simplement. Des résistants au même titre que nous le fûmes pendant la guerre pour notre indépendance, et au même titre que le furent les Français lorsqu'ils résistaient à l'occupation nazie et hitlérienne. Donc, à partir de ce moment-là, nous voyons bien que l'attitude et les propos que peut développer l'intelligentsia ou les hommes politiques occidentaux aujourd'hui, parce que ça c'est bien entendu un rapport de force sans plus, c'est que dès lors qu'il s'agit de développer une attitude pour la liberté et combattre un occupant qui n'a nullement le droit de se retrouver sur des terres avec des populations qui sont là depuis des millénaires, donc on le traite de terroriste. Et ça ne peut être que risible. Mais vous avez cité Von Clausewitz tout à l'heure. Bien entendu, ils font feu de tout bois avec la puissance des médias qui est la leur et les idéologies qui sont les leurs actuellement. Ils développent tous les discours possibles et imaginables pour essayer de contrecarrer l'attitude de la résistance palestinienne. Peut-être même à ce niveau-là, c'est en train de changer. Omar Ben Barti, on le verra à la fin de notre rendez-vous. On reste avec l'anniversaire en ce jour du 4 mars, qui est également le jour de la disparition d'une grande figure de l'islam. Il s'agit de Salah ad-Din Ayyubi, puisqu'il est décédé le 4 mars 1193. C'est celui qui a libéré, on le rappelle, Al-Quds après la bataille de Hattin. Oui. Regardez ce que raconte un chroniqueur à l'époque. Il dit il a rendu à l'islam l'église du Temple, qui est la mosquée d'Al-Aqsa, mais il laisse aux chrétiens le Saint-Sépulcre et rend aux Juifs leur synagogue supprimée par les croisés. Cette mansuétude fait beaucoup pour l'édification de l'image du chevalier de l'islam qui était Salah ad-Din Ayyubi. On fait aussi un parallèle justement avec les geôliers ou les sionistes qui sont libérés par la résistance palestinienne, et une fois libérés, ils ont une attitude tout à fait extraordinaire puisqu'ils embrassent certains membres de la résistance palestinienne. On les voit, ils sont en bonne forme, en bonne santé, ce qui n'est pas le cas des prisonniers palestiniens. Oui, et ils embrassent le sol, ils embrassent la terre de leurs ancêtres. Et donc, vous faites bien de citer Salah ad-Din Ayyubi, qui est Saladin, bien entendu, tel qu'il a été présenté à travers l'historiographie occidentale. Reste un grand chevalier, un preux chevalier qui a justement rendu aussi bien aux chrétiens qu'à l'Église, qu'aux Juifs, qu'aux synagogues, leur a rendu leur dignité et leur équité. Mais ce genre de chevalier, ça n'existe que tous les je ne sais combien d'années. Vous avez cité l'Arbi Ben Mehdi, nous avons connu Sinwar, Yahya Sinwar, et aujourd'hui nous vivons avec le Barghouti, avec ce genre de personnages qui justement eux aussi veulent continuer la tradition et la légende. En vérité, la légende de Salah ad-Din. Alors, actualité oblige, on va parler maintenant du sommet arabe extraordinaire sur le point de s'ouvrir au Caire, ou qui s'est ouvert au Caire, qui s'est ouvert au Caire, qui est dédié à la cause palestinienne. Alger n'y participe pas. Officiellement, Alger invoque des déséquilibres dans la préparation de la réunion et autres lacunes, et surtout, d'après le communiqué que je vais lire, alors on parle de déséquilibre, mais d'après le communiqué, on lit que ce processus donc du Caire a été monopolisé par un groupe limité, 3 de pays arabes, qui ont accaparé la préparation sans aucune coordination avec le reste des pays arabes et qui sont tous concernés pourtant par la question palestinienne. Voilà ce qu'on peut lire au niveau voilà ce qui émane du communiqué officiel. Donc on le voit, Omar Ben Barti, Alger affiche quand même une différence de posture par rapport à certains membres de la région arabe. Tout à fait, mais l'attitude que développe l'Algérie est une attitude tout à fait normale et historique, puisqu'elle correspond à ses positions telles qu'elle les a développées depuis son indépendance. Nous avons toujours été très honnêtes
avec ce que nous pensions de la résistance palestinienne. Mais je signale par ailleurs, j'écoutais tout à l'heure l'ouverture officielle de ce fameux sommet, soi-disant, d'urgence qui se tenait au Caire. Et je remarquais qu'il n'y avait là ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye, ni le Maroc, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats, etc. Donc beaucoup de chefs d'État n'ont pas fait le déplacement. Et je crois que le fait que l'Algérie, la première, ait annoncé qu'elle n'y allait pas, ça a déclenché une espèce de... Ils ont mélangé les cartes, si vous voulez, parce que ceux qui ont organisé ce sommet d'urgence pensaient que justement tous les pays se précipiteraient, mais qu'ils pouvaient décider eux-mêmes du communiqué final. Et j'ai écouté le communiqué tel qu'il a été préparé, enfin les propositions, ils disent Mashroua, les propositions de M. Sisi, du président de la République d'Égypte, lorsqu'il développe une procédure, une approche qui est le reniement total de la résistance palestinienne. Ce qu'il propose, il dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en charge cette résistance, elle doit se désarmer et il faut nommer des technocrates, des gens qui sont indépendants, des Palestiniens peut-être, mais qui ne sont pas du tout liés à aucune faction quelle qu'elle soit, donc qui ne seraient ni OLP, ni je ne sais, ni de Kataib al-Qassam, et donc qu'ils entraîneraient la police pour assurer la sécurité, lui et la Jordanie. Mais pourquoi le Hamas n'était pas capable d'assumer la sécurité de sa ville? Donc il y a là une attitude qui est condamnable, et je suis très heureux en tant qu'Algérien que mon président ne soit pas allé à ce rendez-vous, parce que c'était le rendez-vous de la capitulation, le rendez-vous de la honte, le rendez-vous pour accepter des décisions qui ont été prises ailleurs. Il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire, ce que vous nous dites, c'est qu'on demande ou on presse la résistance palestinienne d'abandonner tout bonnement la lutte armée. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est demandé à travers la proposition. J'ai entendu le discours de M. Sisi lorsqu'il a inauguré le sommet, un sommet qui, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ne regroupait que quelques petits, le prince du Qatar, etc., enfin, des Comores et Djibouti, et avec le président de la Mauritanie qui était là, mais ni l'Algérie, ni la Libye, ni le Maroc, ni l'Arabie Saoudite. Bref. Et donc, son attitude, on voyait bien que la proposition qui était faite n'était pas une proposition qui émanait de ces gens-là. On voyait bien que c'était fait sous la dictée de quelqu'un d'autre. Moi, je pense bien entendu aux sionistes, et les Émirats n'étaient pas là, donc ça veut tout expliquer. Et je conçois que l'attitude de M. Tebboune a été déterminante dans la démission et l'absence de tous les autres chefs d'État qui se sont abstenus de venir, parce qu'ils se sont dit, si l'Algérie n'est pas là, et c'est d'autant plus regrettable que l'Algérie, qui s'est battue depuis plus d'un an, 2 ans presque, depuis qu'elle est membre du Conseil de sécurité, elle s'est battue bec et ongle à travers notre représentant permanent, M. Benjama, elle s'est battue bec et ongle tous les jours que le bon Dieu faisait pour inscrire la question palestinienne à l'ordre du jour permanent de ce Conseil de sécurité. Et après, on vient et on leur dit de venir se déplacer pour Ramadan, pendant le Ramadan, et d'assister et de cautionner un communiqué qui est préparé par 4 ou 5. Et on le sait maintenant, ce sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et Bahreïn qui ont décidé de rédiger, soi-disant, ce communiqué. Mais toujours est-il que l'attitude de notre président a été phénoménale. J'insiste là-dessus, parce que à partir du moment où il a dit qu'il ne venait pas, ça fait 2 jours qu'il a dit qu'il ne venait pas, je crois que les autres ont compris que les carottes étaient cuites, et en fait c'est un échec. Ce sommet, c'est devenu un véritable échec. Bon, on a envoyé quand même le ministre des Affaires étrangères en tant que représentant. Oui, le ministre des Affaires étrangères, il est là-bas. Il va lire une déclaration du président Tebboune, mais parce que l'Algérie ne veut pas démontrer par là. Il y a eu aussi le ministre des Affaires étrangères marocain, je l'ai aperçu sur mon écran de télé, mais l'Algérie veut continuer à croire en l'unité du monde arabe. Je rappelle que le seul sommet qui a réuni l'ensemble des chefs d'État arabe, c'était en 1973. Et Boumediene, Allah était présent. Et c'est le seul sommet, justement, qui a été suivi de victoire.
Et tous les autres sommets ont toujours connu comme ça des défaillances et les chefs d'État ne venaient pas, etc. Ou bien certains ne venaient pas parce que les attitudes des uns et des autres sont très divergentes. Mais que pouvez-vous attendre d'un petit État qui a été créé en 1971 qui s'appelle les Émirats? Que pouvez-vous attendre d'un pays pareil? C'est pas parce qu'il va mettre 50 milliards ou 30 milliards ou 20 milliards dans la balance pour soi-disant reconstruire Gaza qu'il est autorisé à exiger que la résistance rende ses armes, parce que c'est ça que développe. Alors, la question palestinienne, surtout après les longs mois de massacre à Gaza, aurait dû être peut-être une occasion de resserrer les rangs parmi la grande famille arabe, entre guillemets. Il aurait peut-être fallu proposer un bloc de pays arabes face aux autres blocs ou aux autres composites d'autres pays comme l'UE, comme l'ALENA, comme même Oui. la communauté sud-asiatique. Mais on le voit, on a du mal quand même à se mettre d'accord entre ces nombreux pays arabes concernant déjà et à l'endroit du dossier palestinien. Ce que regrette Alger d'ailleurs. Oui, c'est une marque de sous-développement en vérité, parce que ce que vous avez cité, l'Union européenne par exemple, il y a des locomotives, il y a la France, il y a bon, maintenant ils sont sortis le Brexit, il y avait le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, il y a quelques pays qui constituent un socle important, et le reste s'agglutine autour. C'est le propre de l'Union européenne, c'est le propre de ce qui se passe en Asie du Sud-Est, dans le Sud-Est asiatique. Et dans les pays arabes, on fait semblant, il y a certains qui veulent faire semblant, il y a même des commentateurs que j'ai suivis sur les médias sociaux, prétendent que tous les pays arabes se valent. Non, je suis désolé, tous les pays arabes ne se valent pas. L'Algérie, l'Égypte, l'Arabie saoudite sont des poids lourds. Les autres, les Émirats, le Qatar, etc., ce sont des petits roitelets qui ne pèsent rien. C'est pas parce qu'ils ont un peu d'argent qu'ils considèrent qu'ils peuvent avoir droit au chapitre de la même manière que l'Algérie, qui est une puissance militaire, une puissance économique et une puissance démographique. Ils ne peuvent pas se limiter à ça. Maintenant, le mystère reste l'Égypte. Je sais qu'elle se débat dans des contraintes économiques terribles, mais lorsqu'on voit la nouvelle cité administrative dans laquelle s'est tenu ce sommet qui est un échec, de quelle manière a été construite. On se demande finalement pourquoi ce pays passe son temps à pleurnicher et à dire qu'il a des contraintes économiques difficiles alors qu'il a construit des palais qui ne se justifient pratiquement pas. La nouvelle cité administrative, c'est fabuleux. D'où il a sorti tout cet argent, ce président Sisi. Donc il y a des contradictions qui sont la marque du sous-développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Hamas dérange énormément. Mais il ne s'agit pas du Hamas dans cette affaire. Le Hamas dérange bien sûr un type comme Sisi et le roi de Jordanie. Ils ont horreur des islamistes, mais le problème, il n'est pas là. Là, il s'agit d'une résistance qui s'appelle la résistance palestinienne. Les milliers de morts qu'il y a eu à Gaza ne sont pas tous du Hamas. Ce sont des Palestiniens avant d'être des Hamasistes ou des islamistes. Civils, oui. Je ne sais quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Algérie, elle a une position qui est quand même tout à fait honorable dans le sens où elle dit, moi, je ne cherche pas, elle a demandé à Hachem qu'ils se réunissent, bien entendu, que l'OLP, le Hamas, le FPLP, etc., finissent par se retrouver à travers un front ou à travers l'OLP, qu'ils se réconcilient et qu'ils forment un front uni. Ça, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'a fait l'Algérie pendant la guerre. Avec le FLN. C'est ce qu'ils avaient fait, ils avaient acté en tout cas à Alger lors du sommet arabe à Alger. Alors, Amal Benbarti, parlons d'autre chose. L'image de l'entité sioniste, tout à l'heure vous évoquiez les lobbies, les relais des lobbies de l'entité sioniste. Peut-être que c'est en train de changer puisque l'image de l'entité sioniste a été définitivement entachée, même en Occident, après ces longs mois de génocide, et surtout, elle apparaît comme maintenant, c'est admis comme étant une entité génocidaire, voire un état d'apartheid. C'est admis même au sein de certains espaces, pourtant qui étaient sous le contrôle du joug sioniste, comme la cérémonie des Oscars qui a primé, c'était dimanche, un documentaire qui s'intitule No Other Land, qui retrace les décennies d'expulsion des Palestiniens en Cisjordanie. On voit la résistance passe par le culturel et celle-ci est auréolée. Et cela fait écho aussi à l'apartheid sud-africain avant sa disparition. Peut-être que c'est de bon augure pour
pour oui, pour la politique coloniale sioniste en territoire occupé, en Palestine dans son entièreté. Oui, tout à fait. Pardon, je suis d'accord avec vous. Ce que vous dites, si Bouaziz, c'est Karim, c'est que effectivement l'image qui avait été fabriquée pendant des décennies sur l'État d'Israël étant un État démocratique, blabli, blabla, et l'armée humaine, etc. Ça a été prouvé et la CPI, la Cour pénale internationale, a condamné l'actuel Premier ministre sioniste de l'État d'Israël. Il est traité de criminel et il est condamné, lui et le chef d'état-major de l'armée de l'époque. Et donc, cette image, elle est plus qu'écornée. Mais les lobbies sionistes sont tellement puissants à travers les médias en particulier, à travers l'historiographie telle qu'elle est rapportée dans le narratif, entre guillemets, parce que je n'aime pas cette expression, dans le narratif tel qu'il est exposé dans le monde, fait qu'aujourd'hui, Israël est en échec. C'est un véritable échec. De la même manière que le sommet qui s'est tenu aujourd'hui, c'est un échec. Et ce n'est pas un échec pour l'Algérie, c'est un échec pour l'entité sioniste et c'est un échec pour les collaborationnistes, pour les collabos qui fonctionnent autour des Palestiniens. Alors, on avait commencé notre entretien par la maxime de Clausewitz qui disait que la guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Ça veut dire qu'il faut qu'en fait qu'une guerre ou une résistance soit une résultante d'une politique. En l'occurrence, pour l'Algérie, c'était l'indépendance. Pour la Palestine, c'était, on l'espère, un État palestinien. Il n'y a que les Occidentaux qui bombardent sans aucune résultante politique. On l'a vu en Irak, qui bombardent, après ils se demandent ce qu'ils vont faire de la région. Netanyahou, il a bombardé, il a massacré, selon le Lancet, on parle de 240 000 morts, c'est-à-dire il faut comptabiliser les morts indirects. Il bombarde et en plus, il perd finalement puisqu'il ne réussit pas à éradiquer la résistance palestinienne. C'est ce qu'on avait dit le général Diab, c'est-à-dire l'occidental est un mauvais élève, il n'apprend pas de ses leçons. Tout à fait, tout à fait. Et la preuve nous est donnée, il n'y a pas que le problème de nos amis palestiniens. Ce qui se passe en Ukraine est aussi la preuve avec le président Poutine et la nouvelle situation qui se met en place nous montre combien le mensonge peut être maintenant, il peut continuer à être érigé en espèce de vérité qu'on assène au quotidien à travers des médias, sauf qu'on a oublié malheureusement pour eux qu'il y avait maintenant les médias sociaux et que les gens pouvaient s'informer d'une autre façon. Donc les BFM, les France 24, etc. sont complètement cuits. Mais ces prétendus démocrates qui défendaient la liberté d'expression et qui passent leur temps à nous rassasser les oreilles avec ces histoires-là, ils ont fermé Risham Television. Ils ont fermé 2 chaînes de télévision en France et en Europe. Et rappelez-vous de ce que disait Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie. Nous allons mettre à genoux l'économie russe. Finalement, c'est l'économie française qui est à genoux. Aujourd'hui, nous avons un Bruno Retailleau qui dit les mêmes bêtises et qui continue à développer le même discours de haine et de crime envers un pays comme l'Algérie, qui se tait, qui ne dit rien, qui est sage, qui est intelligente et qui s'efforce de développer une attitude de réserve parce qu'elle préserve l'avenir. Elle sait que la dictature de la géographie fait que nous avons la France en face et la France a l'Algérie en face. Ils ne peuvent pas se départir de ces pays. Et que fait le Bruno Retailleau? Il passe son temps à vociférer matin, midi et soir contre l'Algérie. C'est épuisant et on se demande comment ces gens-là ont pu développer de tels discours et continuent malheureusement à sévir au niveau des pouvoirs dans certains pays européens. Alors, on termine sur la Palestine, si vous voulez bien. Moi, bonne partie, comment vous voyez la Palestine cette année? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que on voit, par exemple, une grave dérive au niveau de Jenin et en Cisjordanie? C'est-à-dire, on se demande du côté sioniste si on ne va pas peut-être remettre en branle la machine à génocide pour tuer encore des Palestiniens. Est-ce que, pourtant, vous êtes optimiste? Comment vous voyez la suite des événements là? Non, optimiste, je ne le suis pas, bien que je sois d'un naturel optimiste, mais je considère que la Palestine n'est pas sortie de l'auberge et que la guerre va continuer, il n'y aura pas de cessez-le-feu, il ne faut rien attendre de l'État sioniste et il ne faut rien attendre de certains pays arabes tant que leurs populations n'ont pas pris en charge
la question palestinienne et leur devenir à eux en tant que tel. Je pense à nos amis égyptiens. Le peuple égyptien est un grand peuple, il a une grande histoire, mais les dirigeants qu'il a, malheureusement, sont des affamés et ils ne vivent que de prébendes. À partir de ce moment-là, il ne faut rien attendre de l'État sioniste, sauf si demain les Juifs d'Israël décident de renverser Netanyahou, qui est un criminel. Et Netanyahou, il finira en prison, il ne faut pas se faire d'illusions. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Omar Benbarti. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos réponses. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Al24 News.